En ces temps de confinement où nous sommes reclus chez nous, je vous propose de découvrir une association qui vit l'ouverture au quotidien, ouvrir sa porte à l'autre, ouvrir sa porte à l'étranger, c'est sa raison d'être. Je veux parler de JRS Welcome qui offre un hébergement provisoire et gratuit à des demandeurs d'asile dans des familles. Bonjour André Husson. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de JRS Welcome ici à Toulouse. Alors tout de suite, au moment où nous nous parlons, André, combien de demandeurs d'asile sont-ils hébergés? Est-ce qu'il y en a déjà? Oui, bien sûr. Actuellement, nous hébergeons une douzaine de demandeurs d'asile depuis quelques mois déjà, sachant que nous avons tenu à les garder chez nous par ces temps de confinement, parce que c'est bien gentil de dire restez chez vous, mais où se mettre à l'abri quand on n'a pas de toit? Donc des familles et des communautés religieuses ont accepté, malgré les difficultés du confinement, d'héberger, d'accueillir chez elles ces demandeurs d'asile. Eh bien, bravo tout de suite à elle. Alors, André, on va faire connaissance avec cette association que vous représentez ici à Toulouse. JRS Welcome, l'antenne toulousaine remonte à 2014, je crois. De quoi ces trois lettres JRS sont-elles l'acronyme? Ça peut peut-être nous aider déjà à poser le cadre. Tout à fait, oui. Bon, JRS, ça veut dire Jésuites, Réfugiés, Service. C'est une organisation internationale donc d'obédience jésuite qui a été créée il y a déjà quelques années parce que c'était au moment des Boat People quand les personnes quittaient le Vietnam à la fin de la guerre du Vietnam dans les années 75. Mais ça a été créé il y a une dizaine d'années et l'antenne de Toulouse, comme vous venez de le dire, a été constituée en 2014. Et alors 100 personnes, vous me l'avez dit en préparant cet entretien, ont déjà été accueillies à Toulouse depuis la création. Qui sont-elles ces personnes? Ce sont des gens qui sont en demande d'asile, c'est-à-dire que légalement, ces personnes peuvent rester en France, elles ont un récépissé de la préfecture. Ce sont des personnes isolées, majeures, et qui dorment à la rue, ou si pas vraiment à la rue, elles sont dans des squats ou dans des gymnases, donc dans des conditions de vie extrêmement délicates et difficiles. Et donc, il y a un réseau de familles qui a accepté d'accueillir pendant un mois, chacune pendant un mois, ces demandeurs d'asile, sachant que l'hébergement total dure entre 6 et 7 mois. 6 et 7 mois, la durée de l'hébergement total. Un mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un même demandeur d'asile tourne dans plusieurs familles, c'est ça? Exactement. Le but étant que ce demandeur d'asile connaisse les différents types de familles françaises, parce que tout le monde n'agit pas de la même façon. Et puis aussi, c'est pour, je vais être un petit peu rude, mais c'est pour empêcher que ces demandeurs d'asile s'endorment, entre guillemets, dans les familles, parce que si cette personne est accueillie pendant un an, voire plus, elle va peut-être se laisser aller, alors que c'est elle qui est responsable de son avenir, ce ne sont pas les familles. C'est donc elles, ces demandeurs d'asile, qui sont chargés d'eux-mêmes de faire leurs différentes démarches, d'apprendre le français si nécessaire. Bref, c'est elles qui sont responsables de leur avenir et il ne faut pas manger ou étouffer leur autonomie. Et d'autre part, vis-à-vis des familles, un mois, c'est pas trop long. Et au moins, comme ça, chacun sait exactement à quoi il s'engage. D'accord, donc les familles s'engagent uniquement, mais avec de gros guillemets, à proposer un hébergement à une personne. Une personne, vous nous l'avez dit, demandeur d'asile, isolée, ce n'est pas un sans-papier, c'est une personne en situation régulière sur le territoire national. On est d'accord là-dessus, oui. Et la majorité de ces personnes sont celles qui sont le plus oubliées par les dispositifs d'accueil au niveau national, à savoir ce sont souvent des jeunes hommes, voire des jeunes femmes, qui ont entre 25 et 35 ans. Ce sont eux qui ont le moins de chance, entre guillemets, de pouvoir être logés dans le dispositif national d'accueil. C'est donc vers eux que l'on se tourne en priorité. Et qui vous les envoie, qui vous les adresse à JRS Welcome? Alors il y a deux types d'associations ou d'organismes qui nous les signalent, soit des organismes officiels, comme le fameux 115, le téléphone d'urgence, soit l'Office français d'intégration et d'immigration, soit un autre organisme qui s'appelle Forum Réfugiés, qui est l'organisme par lequel chaque demandeur d'asile doit passer pour avoir un rendez-vous à la préfecture pour obtenir ce récépissé. Et puis aussi des organismes que j'appelle privés, comme le Secours catholique, Amnesty International ou la Croix-Rouge. Donc ce sont des personnes,
Ce sont des organismes pendant qui nous signalent ces demandeurs d'asile et qui connaissent Welcome, qui savent pertinemment que l'on va proposer l'accueil dans des familles et qui donc font un premier, j'aime pas trop ce terme, mais je prends quand même un premier tri pour ne pas nous signaler des gens qui sont alcooliques ou qui sont violents ou voilà. Donc il y a un premier tri qui est fait au niveau de ces organismes. Et de côté, ensuite, nous au niveau Welcome, on rencontre ces demandeurs d'asile potentiels pour bien leur présenter comment ça fonctionne, Welcome, et voir s'ils acceptent un petit peu les règles du jeu. Et donc, vous nous l'avez dit, si elles n'étaient pas accueillies, ces personnes seraient à la rue ou dans des squats, c'est ça, hein? Exactement. Surtout dans les squats ou dans les gymnases, ou parfois logés dans des conditions difficiles aussi chez le copain du cousin au fin fond d'un couloir plus ou moins salubre. Donc, c'est vraiment pour eux et pour nous une belle chose que cette hospitalité. Elles viennent d'où ils viennent d'où ces demandeurs d'asile? J'entends de quel pays en particulier? Un petit changement, une petite variation, c'est qu'au début, donc dans les années 15 ou 16 ou 17, la plupart venaient de l'Afrique subsaharienne, à savoir le Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la République centrafricaine. Et de plus en plus, ces personnes maintenant viennent plutôt de l'Est de l'Afrique, le Soudan, l'Érythrée, l'Éthiopie, ou même du Proche-Orient, la Palestine, la Syrie, l'Iran. Et aussi un petit peu l'Afghanistan aussi. Et oui, on imagine qu'en fonction de l'actualité et de la géopolitique, les personnes, leur provenance change et évolue. Les familles, alors on parle de familles accueillantes. Ce sont donc nécessairement des familles qui accueillent? Non, ça peut être aussi des personnes célibataires qui acceptent d'accueillir chez elles d'autres célibataires. C'est peut-être aussi des communautés religieuses. Il y en a 3 ou 4 sur Toulouse qui ont accepté et qui continuent d'accepter d'accueillir des demandeurs d'asile. Donc ces familles, si vous voulez, au début, c'était nos propres amis, en fait. C'est-à-dire, j'ose dire, en fait, c'est parti peut-être de la communauté vie chrétienne, la CVX, et puis petit à petit, par le bouche-à-oreille, par le voisinage, par le travail, les collègues de bureau, l'éventail des familles s'est élargi, et aujourd'hui, 40% des familles accueillantes sont des familles dont les parents travaillent, qui ont des enfants, et vis-à-vis des demandeurs d'asile, c'est peut-être plus agréable et plus sympathique que de se retrouver dans des familles de retraités, même s'ils ont des belles maisons. Et alors, qu'est-ce qu'on attend des familles? Vous nous avez dit il est demandé aux personnes migrantes de sortir et de se prendre en main. Les familles, quel est leur rôle au-delà d'offrir le gîte et le couvert? Le point fondamental, c'est que Welcome ne propose, je veux dire, qu'un accueil, qu'une hospitalité. À savoir, ce n'est pas aux familles de se charger des démarches administratives ou juridiques des demandeurs d'asile. Ce sont ces demandeurs d'asile qui, eux, sont responsables de leur propre avenir. Par contre, il est proposé, il est même demandé aux familles de proposer une chambre, je veux dire individuelle, où le demandeur d'asile se retrouve seul. Il faut qu'il ait un chez lui, il faut qu'il ait un endroit où il peut se poser. C'est vraiment le but de Welcome, que de proposer un lieu où il peut se retaper, je veux dire, pour pouvoir rebondir et préparer son avenir. Donc il n'est pas question, par exemple, de proposer à un demandeur d'asile de dormir dans le salon ou tirer un rideau ou autre. Non, il faut qu'il ait un domaine à lui pour pouvoir se poser. Et ensuite, comme c'est souvent le cas en France, c'est souvent au cours des repas qu'on peut échanger, qu'on peut discuter, qu'on peut parler. Donc il est proposé, au moins une fois par semaine, d'accueillir chez soi le demandeur d'asile pour un repas. En fait, la plupart des familles invitent tous les soirs le demandeur d'asile à partager leur repas, sachant qu'en temps normal, le demandeur d'asile peut trouver des solutions pour trouver un repas à midi. Donc c'est l'accueil, c'est l'hospitalité, ce n'est que ça, mais c'est tout ça. Alors, vous m'avez dit, entre 25 et 30 personnes migrantes qui sont accueillies chaque année, dans la mesure où une personne est accueillie dans ces familles. Ça nous donne une idée du nombre de familles qui se mobilisent. Pourquoi elles font ça, ces familles? Vous-même, vous en avez accueilli, je crois. Pourquoi vous avez fait ça? Oui, on en a accueilli chez nous, bien sûr, oui. Bon, pour l'instant, il y a à peu près 140, 150 familles qui ont accueilli sur la métropole de Toulouse. Pourquoi on accueille ça? Je ne peux pas vous dire ce que font les autres, mais je peux vous parler de moi, tout simplement. J'allais dire, bon, au-delà, d'abord, le fait de savoir qu'il y a des gens qui sont à la rue,
alors que j'avais des chambres disponibles à la maison parce que mes enfants sont partis. Ça me titille quelque part. Et puis en plus, j'allais dire, même au-delà du fameux chapitre de Matthieu, Matthieu 25, j'étais un étranger, tu m'as accueilli, ce qui m'a poussé, quand je dis moi, ce qui nous a poussé avec ma femme, Marie-Cécile, c'est un petit peu l'appel de Dieu à Abraham, quitte ton pays. Et en fait, on a traduit ce quitte ton pays par quitte ton indifférence, regarde un petit peu ce qui se passe et sois sensible à la détresse de ces personnes. Sachant aussi qu'on ne peut pas compter sur les autres uniquement, il faut qu'on se mouille, et donc ça a été pas très difficile d'ouvrir notre porte. C'est l'idée de se laisser bousculer également par l'autre, la différence, le confort. Enfin, on quitte son confort aussi. Quitte ton pays, c'est quitte ton confort. Quitte une partie de son confort, parce que quand même Abraham était parti avec tous ses biens, hein. Donc on abandonne partout. Mais c'est vrai que l'accueil d'un étranger est source parfois de difficultés, de questions qui se posent, parce que ces étrangers ont des codes de vie un petit peu différents des nôtres, parce que personnellement, par exemple, il a fallu que je partage un petit peu mon salon, que j'accepte de ne plus écouter que ma musique ou que dans mes livres, mais de prendre du temps avec la personne qui est chez moi. Et donc, il y a un choc culturel, qu'on le veuille ou non, qui peut être positif, mais qui parfois est un petit peu dérangeant. Donc, c'est une démarche que l'on fait dans les deux sens. Le demandeur d'asile vers la famille française et la famille française vers le demandeur d'asile. Il est nécessaire que chacun se rapproche de l'autre si on veut pouvoir vivre en bonne entente. Et lui découvre notre culture, lui découvre... Et continue à le faire. Pardon, je vous ai pas entendu. Lui découvre notre culture et vous la sienne. Exactement. Et je dirais par exemple le fait de proposer à un demandeur d'asile pour un jour faire un repas chez nous, un repas de son pays, c'est des moments assez extraordinaires parce qu'on va ensemble acheter les produits qui vont bien pour faire sa propre cuisine, et après le voir travailler dans la cuisine et apporter le plat à la salle à manger, le plat qu'il a préparé. Si vous voyez ses yeux et sa fierté de le faire, c'est superbe. Ça justifie beaucoup de choses, beaucoup de petits dérangements, tellement la joie de ce demandeur d'asile glisse vers nous. Et la joie récompense tous les efforts qu'il a fallu, on imagine, faire pour sortir de ses pantoufles et accueillir cette personne. Alors vous nous avez dit que c'était en vertu d'Abraham, de cet épisode sur Abraham, où dans Matthieu, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Il faut nécessairement être chrétien, avoir cette forme d'ouverture à l'autre, ou des familles... Ah non, pas du tout. Humaniste. Au début, c'est vrai que la plupart des familles étaient chrétiennes, mais aujourd'hui, peut-être que la moitié, je n'ai pas le chiffre exact, je n'ai pas fait de statistiques, mais une très grosse partie membres du réseau Welcome, au niveau des familles, sont indifférents à la foi chrétienne. Mais c'est je veux dire, uniquement par humanité, par souci de l'autre, par fraternité, que ces familles acceptent d'héberger quelqu'un chez elles. Mais c'est vrai que la dimension chrétienne n'est pas obligatoire. Comme je dis souvent, on ne demande pas le certificat de baptême pour être famille d'accueil dans le cadre de Welcome. Mais c'est vrai que ça donne du sens. Un dernier mot. Inversement, l'accueil est inconditionnel, à savoir qu'on accueille tout demandeur d'asile qui correspond aux critères qu'on disait tout à l'heure, isolé, voilà. Et on prend tout le monde, quel que soit son pays d'origine, sa situation sociale, sa religion, son niveau culturel. On prend les gens qui sont... On prend les gens tels qu'ils sont. Un dernier mot, une fois que l'accueil est terminé, 1 mois dans une famille, puis 5-6 mois dans une autre famille. Donc une fois que la personne migrante a réalisé son tour de 6 ou 7 mois hébergé par Welcome, qu'advient-il de lui ? Alors, en fait, je fais une grosse différence entre la période d'accueil à Welcome, qui est donc limitée dans le temps, et puis le fait d'être partenaire du réseau Welcome. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il quitte la maison, c'est pas parce qu'il quitte le réseau de famille d'accueil de Welcome qu'il quitte la famille Welcome. Plusieurs années après, enfin, en tout cas c'est notre cas, on continue à recevoir, à voir, à rencontrer, à partager un repas, une bière, un café, avec des demandeurs d'asile qu'on a pu connaître il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est vrai que c'est important pour ces demandeurs d'asile que de continuer à constituer leur propre réseau, ce qui leur permet d'abord de se sociabiliser, et puis peut-être aussi, à travers ce réseau,
de trouver des logements. Un grand merci, merci beaucoup André Husson de nous avoir présenté cette association, un JRS Welcome et la belle œuvre de cet assaut en faveur des personnes migrantes. Confinement, on l'a vu, n'est pas nécessairement synonyme de repli sur soi. Bravo à toutes les familles qui accueillent en cette période de confinement. Merci à vous.